Retrouvez la matinale de Beurre FM avec Kim, Fabrice et Delphine. Tous les jours de 6h à 9h. Et sur Beurre FM, il est 8h32 et évidemment, on vous l'avait annoncé il y a de ça déjà quelques minutes, on en a parlé aussi hier. Nous avons un invité, Delphine. Exactement, puisque nous sommes ce matin en compagnie de Djibril. Bonjour Djibril. Bonjour. Alors si je dis pas de bêtises, tu es le secrétaire général, c'est ça, du collectif Ahmed Halte au massacre en Birmanie. Et chargé de terrain, c'est aussi surtout pour ça. Et chargé de terrain. Et tu reviens justement du Bangladesh. Puisque avec le collectif qui existe, je le rappelle, depuis 2012, parce qu'on parle beaucoup dans les médias de la situation dramatique des Rohingyas seulement depuis quelques semaines, mois maintenant, mais en réalité leur situation est dramatique depuis des dizaines et des dizaines d'années. Tu reviens justement du Bangladesh où avec le collectif vous menez d'ailleurs plusieurs missions humanitaires et c'est à cette occasion qu'on te reçoit. Alors peut-être pour commencer, justement toi qui reviens du Bangladesh, si tu pouvais nous décrire la situation là-bas et ce qui s'y passe. La situation sur place, elle est catastrophique. Les besoins sont énormes. Vous avez plus de 600 000 personnes qui ont fui les violences depuis le 25 août 2017, depuis quelques mois. Le Bangladesh est un pays très pauvre qui ne peut pas assurer l'aide pour tout ce peuple qui vient de débarquer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Birmanie a réussi son coup puisque les 3/4 des Rohingyas ont fui le pays en fait. Et donc c'est un afflux énorme pour un pays qui est déjà surpeuplé. Le Bangladesh, c'est 170 millions d'habitants. Vous avez aujourd'hui 1 million de réfugiés puisque les 600 000 sont venus s'ajouter à des centaines de milliers qui avaient fui les vagues de violences précédentes, notamment en 2012, mais ça a commencé dès 1982. Donc ils ont quand même une difficulté à gérer. Quand vous voyez en France que pour quelques dizaines de milliers de Syriens, tout le monde s'émeut, imaginez ce qui peut se passer dans un pays très pauvre avec 600 000 nouveaux réfugiés. Alors, avant juste de développer, est-ce qu'on peut dire concrètement, puisque vous avez été sur le terrain, qu'il s'agit d'une épuration ethnique clairement, pour vous, ce qui se passe en Birmanie, est-ce que c'est véritablement cette situation et c'est vrai qu'on attend des réactions du monde entier. C'est une épuration ethnique, mais ça ne date pas d'hier en fait. Depuis tout ça, les gens ne savent pas, les gens ont récemment découvert ce qui se passait. Mais il faut savoir que en 1962, vous avez un général qui s'appelait Ne Win, qui a décidé du jour au lendemain que pour être birman, il fallait être bouddhiste. Il a nié de ce fait des siècles de présence sur ces terres de musulmans et de chrétiens. Il faut savoir également qu'il y a en ce moment des chrétiens, notamment dans l'État Shan, qui sont également persécutés. À une échelle moindre, parce qu'ils sont déjà beaucoup moins nombreux dans le pays et qu'on a d'abord voulu s'occuper des Rohingyas. Mais vous avez un pays qui est extrêmement racialisé. Là, ce qui se passe en Birmanie, ce serait inacceptable dans la plupart des pays. Et ce serait inacceptable également aux yeux des Européens et des Américains et de toutes ces grandes puissances s'il n'y avait pas autant d'argent à récupérer là-bas. Et si on n'avait pas décidé de lever les sanctions économiques sur ces pays pour favoriser nos entreprises, des entreprises occidentales. Et tu peux peut-être nous rappeler, les Rohingyas ont un statut très particulier, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas exercer la profession qu'ils veulent, ils ne peuvent pas acheter de terrain pour s'installer, peut-être que tu as d'autres... Dans l'état d'Arakan, oui. qui a été maintenant, pour la propagande, appelé l'état Rakhine, du nom de la majorité bouddhiste de l'état, présente dans l'état. Au fur et à mesure, depuis 1962, on leur a retiré plusieurs droits. On leur a retiré le droit au mariage, le droit d'aller à l'université, puis au lycée, puis à l'école primaire, enfin le premier niveau. On leur a volé leurs terres parce que c'était eux les plus riches de cet État, c'était les Rohingyas. On leur a volé leurs terres, on leur a volé leurs maisons, on les a enfermés dans des camps à ciel ouvert. Et ceux qui ont résisté à ça, on a fait en sorte que l'aide humanitaire n'arrive pas jusqu'à eux, puisqu'ils n'ont plus non plus le droit de travailler, donc ils sont dépendants de l'aide humanitaire. On a fait en sorte que l'aide n'arrive pas jusqu'à eux en mettant des checkpoints devant leur village pour les forcer à fuir, soit dans l'idéal pour le gouvernement birman, vers d'autres pays, pour que le problème soit, entre guillemets, réglé pour eux, soit qu'ils soient forcés d'aller dans les camps, puisque les camps en plus servent de vitrine au gouvernement birman. Moi je suis allé 5 fois en Birmanie, je connais vraiment bien la situation.
le gouvernement se sert de ces camps pour dire regardez, on vous laisse les aider, on vous laisse acheminer l'aide jusqu'ici. Mais même de grandes associations, même le World Food Programme, même ACF, par exemple, autour de Mangdo, qui est la ville qui est juste en face de la frontière avec le Bangladesh de la rivière Naf, eux-mêmes n'avaient le droit d'aller que dans un périmètre entre 1,5 et 3 miles autour de la ville. C'est-à-dire que on fait en sorte de vous montrer des camps relativement ouverts. Pour laisser entendre l'aide humanitaire peut parvenir. Voilà, tout en niant la grande majorité d'entre eux. Je veux dire, le gouvernement, les ONG ont prévenu depuis un an. Nous-mêmes, on a été reçus au ministère des Affaires étrangères l'année dernière. On a dit ce qui se passait. On a donné les retours de ce que nous disaient les Rohingyas sur place. Ils nous disaient ils sont en train de fermer l'État. Pourquoi ils ferment l'État? Pourquoi ils interdisent tous les observateurs étrangers? Pourquoi ils interdisent même maintenant aux ONG de rester sur place alors que ça fait des années qu'elles sont là? Parce qu'ils veulent nous attaquer. Et tout le monde le savait, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça fait 30 ans que ça dure. On va y revenir dans un instant, une petite pause. Nous sommes avec Djibril du collectif Alto Massacre en Birmanie jusqu'à la fin de la matinale. 8h38 sur Beurre FM, petite pause effectivement et on revient. Et n'oubliez pas le jeu ZAP au 7 17 18. Vous repartez avec un gros cadeau, c'est juste après cette pause. Et sur Beurre FM, 8h47, nous sommes finalement au cœur de l'événement. On parle des Rohingyas et de cette action solidaire entreprise donc par de nombreux jeunes, Delphine, et on représente donc cette association. Oui, on est avec Djibril de Alto Massacre en Birmanie. Alors on entend les mots forts de différents chefs d'État. Je pense à Emmanuel Macron, l'ONU qui a parlé de génocide. Toi, tu étais au Bangladesh donc il y a très très peu de temps, t'en reviens à peine. Est-ce que tu sens, vu que vous êtes sur le terrain avec Ahmed depuis 2012, un vrai changement et un vent nouveau qui souffle pour les Rohingyas, ou finalement, là, ça fait beaucoup de bruit, mais la situation est catastrophique et le chemin encore long? Toutes les déclarations politiques, c'est du vent. Pour la bonne raison que il faut savoir que nous, quand on y était en Birmanie en 2014-2015, déjà, il y a eu un recensement. L'armée est partie voir la plupart des Rohingyas et les a forcés à se déclarer comme Bangladais. Tout ça, ça fait suite à déjà, dès 1992, la plupart d'entre eux n'avaient plus de nationalité birmane, parce qu'on leur a pris leur carte d'identité birmane et on leur a donné à la place des titres de réfugiés temporaires, des cartes de séjour. Donc, ce qui veut dire que déjà, à la base, ils ne pouvaient plus officiellement se déclarer birman, même si leurs grands-pères, leurs arrière-grands-pères, leurs aïeux l'avaient toujours été. À partir de là, ils ne pouvaient plus. Aujourd'hui, vous avez Aung San Suu Kyi, donc le gouvernement birman, qui vous dit oui, on va étudier au cas par cas, et puisque leur propagande, eux, c'est de dire les Rohingyas, ça n'existe pas, ce sont des immigrés illégaux qui sont venus du Bangladesh. Donc eux, aujourd'hui, ils vous disent oui, nous, on va vérifier au cas par cas les gens, et ceux qui sont vraiment des Birmans, on va les laisser revenir, on va les protéger. Oui, c'est ça, sous 2 mois, sa fameuse annonce. Mais ils n'ont plus de carte d'identité, et ça fait des années que vous dites que c'est des Bangladais. Concrètement, ils vont prendre quoi? Ils vont prendre 10%, 15%, même pas. Et ces gens-là vont rester dans d'autres pays, vont rester avec un statut de réfugié, apatride, sans pouvoir travailler où qu'ils soient, en fait. Et tout ça, c'est un gain de temps. Et de toute façon, les déclarations d'Emmanuel Macron, quand un président de la France, une grande puissance, vous dit ouais, il y a un génocide en cours et qu'il ne se passe rien derrière, c'est dramatique. Enfin, je vais employer des mots grossiers, donc je ne vais rien dire, mais les gens voient bien ce qui se passe. Vous avez de toute façon la Chine qui a mis son veto. Donc de toute façon, ils ne feront rien du tout. Parce que les Rohingyas n'intéressent personne, parce que les Rohingyas n'ont pas de... C'est pas des consommateurs, ils ne rapportent pas d'argent, et donc ils ne feront rien. C'est tout. En plus, Aung San Suu Kyi, ils en font une... C'est leur seul atout. Ils vous disent, cette femme qui elle-même au Japon a été interrogée par des journalistes japonais, a dit les Rohingyas n'existent pas. Et eux, ils vous font croire que cette femme-là, elle va régler le problème et qu'elle veut amener à la paix. C'est absolument faux. Depuis qu'elle est au pouvoir, il n'y a jamais eu autant de violence. Je veux dire, c'est quand même assez flagrant.
On rappelle, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix. Alors vous revenez du Bangladesh, là-bas vous avez fait distribution, vous nous disiez en off que l'hiver arrivait là-bas, alors même si c'était pas des hivers à -5 comme on peut avoir par chez nous, mais il fait 8 degrés la nuit, vous avez fait distribution de couvertures. Quelles actions vous avez menées là au Bangladesh? On a distribué des couvertures, du bois pour le chauffage et surtout on a fait on a rénové en fait des abris. Alors, on a fait une vingtaine d'abris pour les nouveaux arrivants déjà, parce que le flux continue, hein. Les arrivants aujourd'hui, les gens ne le savent pas parce que le gros est déjà passé, en fait, le gros de la population a déjà fui, mais il y a encore tous les jours il y a encore des gens qui arrivent, donc il faut bien les loger. Donc on a fait déjà pour 20 familles des abris, 20 abris, et on a fait un autre chantier dans Kutupalong, dans le plus grand camp de réfugiés au monde, parce que les conditions étaient déplorables. Donc on avait la capacité de rénover 100 abris, avec également un puits suffisamment profond, parce que beaucoup de gens font des puits qui sont très peu profonds et l'eau n'est pas potable. Donc c'est totalement inutile. Nous on a fait un puits qui fait entre 300 et 400 mètres de profondeur, et donc pour assurer un petit peu justement l'eau potable à une majorité de personnes. Et on est sur des projets beaucoup plus importants sur le mois de février, Inch'Allah. Après, les projets aussi, ça dépend des dons, ça dépend des revenus qu'on a pour travailler sur place. Justement, si nos auditeurs veulent vous aider de la manière dont ils peuvent, à la hauteur de leurs moyens, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Déjà, ce qui est important, c'est de partager l'information, parce que, mis à part là récemment avec Omar Sy qui est allé sur place, on a l'impression que le problème est terminé. Ça, on entend très peu parler aujourd'hui dans les médias. Il y a un mois, vous ne pouviez pas allumer une chaîne de télé sans en entendre parler. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est terminé. Vous avez juste 1 million de personnes apatrides qui sont au Bangladesh, sans compter ceux qui sont dans d'autres pays, Malaisie, Indonésie, et également, bien entendu, pour qu'on puisse travailler sur place, il nous faut de l'argent, donc il faut des dons, quoi. Des dons directement sur le site internet de Halte au collectif au massacre en Birmanie. Collectif Halte au massacre en Birmanie, et sur la page Facebook également, qui sert beaucoup à ce niveau. Merci beaucoup, Djibril. Kim, je te laisse prendre le relais. Merci beaucoup pour cette belle émission, en tout cas, et votre venue pour nous expliquer la situation sur place. Il est 8h53. On va jouer dans un instant.